Alors, Henri Atangana, comment accueillez-vous ce protocole sur le free roaming? À peine arrivé, les dirigeants de ces pays se mettent d'accord autour d'un projet qui, rappelons-le, existe sur la table de la CEDEAO depuis 2016. Mais jusqu'à présent, rien n'avait été fait pour qu'il y ait de réelles avancées dans ce sens. Oui, d'abord, je vais apprécier l'approche de Boubacar Touré quand il a dit, quand il a fait une analyse comparée avec la CEDEAO. Franchement, bravo. Il a dit quoi? La CEDEAO existe, on n'a rien vu. L'AES existe en quelques temps, en très peu de temps, on voit les manifestations. Là, voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je veux dire que euh, 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 sur votre plateau, avec Madame Siké la semaine passée, je me souviens avoir dit il y a une confédération. Et la confédération, c'est une cession d'une partie ou toute de sa souveraineté à l'État confédéral. Et je me souviens avoir demandé est-ce que vous savez ce qui manifeste ça actuellement? Tout le monde m'a dit non. Et j'ai expliqué que ça veut dire que le processus de confédération, voire de fédération, est en cours. Et voilà donc une manifestation de la cession de la souveraineté de la télécommunication qui était dans chaque État, qui va être cédée à un État confédéral. Et c'est cet État qu'on fait, parce qu'il y aura quand même des institutions pour gérer la télécommunication. Et cette institution sera donc une institution confédérale. Et ça se manifeste là par déjà la liberté, parce qu'on explique ça en disant roaming, free roaming, plus d'accès d'itinérance. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà parce qu'ils vont devoir créer une institution pour qui gère la télécommunication au niveau. Vous voyez comment on passe à l'État confédéral, avec ce que j'appelle une cession de souveraineté. Ah ben oui, c'est ça, j'aime souvent dire, on gère un État avec des institutions. On ne gère pas l'État avec des hommes. Les hommes d'État pilotent. C'est ça qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est quand un chef d'État arrive et il pose des actes qui sont des actes institutionnels. Je vais faire une petite comparaison. À l'époque d'Aïdjo, on n'avait pas d'institution. Donc, il y avait très peu de gens dans les villes. Hein, et quand Aïdjo te voyait construire une belle maison, il te disait mais où tu as pris l'argent? Tu t'appelais dans son bureau. Il te mettait une gifle et te jetait en prison. On peut dire, ben oui, il contrôlait les choses. Mais en même temps, vous voyez que le contexte dans lequel on te met en prison n'a pas de fondement institutionnel. Et c'est en ça que c'est une dictature. Même s'il y a l'excuse, je dis bien que c'est une excuse du fait qu'on sortait, on n'avait pas d'institution. Mais il fallait quand même qu'il gère quelque chose. Et il a géré comme, comme un chef de famille. C'est-à-dire que le chef de famille peut estimer ce que son enfant a fait de mal ou de bien. Il n'a pas besoin il se réfère à des textes. Voilà donc la grosse différence. On gère un État avec des institutions. C'est en ça que moi j'applaudis beaucoup le chef d'État Paul Biya. Parce que si vous regardez très bien quand il prend le pouvoir après 22 ans d'indépendance, 22 ans d'Aïdjo, il y a très peu d'institutions au Cameroun. Et comme c'est un homme très, très institutionnalisé, à chaque fois, vous vous souvenez de l'affaire où on allait lui dire que les gens détournent de l'argent, il a dit apportez-moi des preuves. Là, c'est ce qu'on appelle une gestion de famille et ça a fait de l'incompréhension. Bah oui, mais ce n'est pas le rôle du chef d'État d'aller chercher qui détourne. Ce sont des institutions qu'on doit mettre en œuvre pour faire ce rôle. Ce n'est pas le chef d'État qui doit juger de mettre en prison qui a détourné. Ce sont les institutions. C'est le système judiciaire. Donc vous ne pouvez pas aller dire au chef d'État, ben, on détourne l'argent et mettez les gens en prison. Ce n'est pas son rôle. Il peut, en tant que chef de la magistrature, demander qu'on fasse des enquêtes et que les institutions fonctionnent et qu'on condamne les gens. Et les populations qui étaient incultes à l'époque ont commencé à dire il encourage le détournement parce qu'il ne fait rien. Vous voyez, les populations fonctionnent comme si on était dans une chefferie, alors que le monsieur essaye de faire fonctionner le pays comme un véritable pays.
Voilà, c'était une parenthèse pour expliquer la nécessité d'institutions et c'est de ça qu'il s'agit là, la mise en place d'institutions en matière de télécommunications. Et c'est un grand pas. Et là, je vais aller de mon analyse personnelle, vous me connaissez bien. Vous oubliez que ce n'est pas seulement la communication hein, où on s'appelle. Quand vous faites une transaction financière de votre banque avec votre banque, vous croyez que comment votre banque envoie les informations à la banque de votre client? Ben, c'est par de la télécommunication. Ah ben oui, aussi simplement que ça. C'est par la télécommunication. Vous voyez donc comment la télécommunication va faciliter la transaction financière. Et les coûts de télécommunication sont inclus dans les coûts de transaction sont inclus dans les coûts de télécommunication. On va aller beaucoup plus loin. On va de la carte SIM dont Boubacar Touré parlait. Du moment où vous avez la même institution, vous avez le contrôle des cartes SIM. Vous voyez la difficulté qu'un terroriste a d'aller prendre une carte SIM au Mali et de venir en Côte d'Ivoire, là où il n'y a pas une base de données où on sait qui il est. Alors que quand ils ont les mêmes institutions comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Oui. C'est qu'on va... Ils ont une base de données commune. Voilà. Il y aura, quand vous venez avec votre GSM borne, on sait qui est le propriétaire de ce GSM. On l'a appelé GSM, mais enfin de ce portable. Oui. Vous voyez comment ils ont une base de données commune qui va permettre, alors que là, le terroriste, il prend une puce du Nigeria, et même pas un Français arrive de la direction générale à l'extérieur, il achète une puce du Mali, il va au Burkina Faso, mais vous ne savez pas qui l'a fait. Vous voyez à quel point ça booste la sécurité. C'est pour ça que j'ai parlé de l'analyse personnelle, des choses qu'on ne voit pas, qu'on entend qu'il y a de telles décisions. Exactement. Et il y a plein d'autres choses là, dont les transactions financières, la possibilité d'identifier des gens de façon unique, l'interdiction d'avoir... Vous savez qu'en Europe ici, vous ne pouvez plus avoir des cartes, dès que vous achetez une puce pour votre portable, vous devez aller pour l'activer, donner votre carte d'identité. Avant, ce n'était pas comme ça en Europe, et c'était à partir des attentats terroristes. Avant, vous achetez une puce dans un magasin, vous mettez dedans, mais on ne sait pas qui est le propriétaire. Maintenant, ce n'est plus possible en Europe. Dès que vous voulez l'activité, on vous demande vous d'ordonner, on veut savoir qui. Et alors, en Europe aujourd'hui, les portables bornent. Quand votre portable borne, on sait qui vous êtes. En même temps aussi, c'est très très dangereux parce que les services de renseignement d'un pays peuvent vous mettre sur écoute, vous ne pouvez plus les flouer aussi facilement que ça. Mais vous savez que là aussi, il y a des abus. Parce qu'on peut vous mettre sur écoute, par exemple, parce que vous êtes juste panafricaniste. Et savoir à qui vous parlez, on peut détruire votre réputation parce que vous êtes panafricaniste. Voilà. Pour sortir, Henri. Ah oui. Ah ouais, je sors par là.